Au mois de mai 1941, Charles Lindbergh démissionne de son poste de colonel au département de la guerre des États-Unis d'Amérique. Celui qui a vaincu l'Atlantique 14 ans plus tôt, sans escale et en solitaire, est désormais un paria au sein de l'administration du président Franklin Delano Roosevelt. Après son arrivée au Bourget à bord de son célèbre appareil, le Spirit of Saint-Louis, les premiers mots de Charles Lindbergh avaient été assez conformes à sa personnalité modeste et à son caractère effacé, puisqu'il avait juste déclaré « Well, I did it ». Eh bien, je l'ai fait. Marié 2 ans après son exploit, en 1929, à Anne Spencer Morrow, une riche héritière qui devient à son contact l'une des pionnières de l'aviation américaine, Charles Lindbergh et sa femme coulent des jours heureux. Mais la notoriété du couple et son aisance financière va rapidement attirer toutes les convoitises jusqu'au drame. Le 1er mars 1932 survient un horrible événement qui va changer l'existence de Charles Lindbergh à tout jamais. Son fils aîné, Charles Lindbergh Jr., est kidnappé. Les ravisseurs réclament une rançon qui sera payée, mais l'enfant de 20 mois est retrouvé mort le 12 mai à 2 pas de la maison des Lindbergh. Le bébé est sans doute décédé des suites d'une chute survenue le jour même de l'enlèvement. La renommée du couple est telle que plus de 200 personnes que l'on peut aisément qualifier de déséquilibrées vont revendiquer l'enlèvement et le meurtre. Ce crime du siècle, comme le qualifie la presse américaine et internationale, va donner lieu au procès du siècle. Un procès surmédiatisé aboutissant en 1934 à la condamnation et à l'exécution 2 ans plus tard d'un certain Bruno Hauptmann, qui clamera jusqu'au bout son innocence et dont la culpabilité n'est toujours pas avérée. Harcelés et désespérants de l'humanité, les Lindbergh sont surtout lassés d'être constamment sous le feu des projecteurs. Ils décident alors de s'exilier en Europe au mois de décembre 1935. Le couple s'installe près de Londres, où l'ambassadeur des États-Unis demande à Charles de se rendre en Allemagne pour établir un rapport sur la Luftwaffe, tout juste créée. Le conquérant de l'Atlantique se prend alors de passion pour l'aviation du Reich, dont il vante l'invincibilité. Le 18 octobre 1938, Charles Lindbergh est décoré de l'ordre de l'Aigle allemand par Hermann Göring. Et à cette occasion, il qualifie Adolf Hitler de grand homme. Les Lindbergh achètent alors une petite île en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, où Charles se prend d'amitié pour un grand chirurgien français, pionnier de la chirurgie cardiaque, mais également promoteur convaincu des théories eugénistes, fasciste notoire et grand admirateur du nazisme, Alexis Carrel. De retour aux États-Unis, Lindbergh va être le porte-parole le plus influent du comité America First, l'Amérique d'abord, une organisation isolationniste farouchement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Au mois de mai 1941, Roosevelt lui demande de renvoyer la médaille de la honte, reçue des mains d'Hermann Göring, ce qu'il refuse de faire, préférant démissionner de son poste de colonel au département de la guerre. Le 11 septembre 1941, Lindbergh enfonce le clou lors d'un meeting radiodiffusé. À la question de savoir qui sont les bellicistes, il répond sans sourciller « les Britanniques, les Juifs et l'administration Roosevelt ». De pacifiste pro-américain, Lindbergh apparaît peu à peu comme un antisémite sympathisant du Führer. Mais il se ravise tout de même au mois de décembre 1941, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Écarté de l'US Air Force sur ordre de la Maison-Blanche, du fait de ses sympathies pro-nazis, Charles Lindbergh soutient l'effort de guerre et participe, comme consultant civil, à des missions de combat sur le théâtre d'opération du Pacifique. Il collabore notamment à l'amélioration des performances du Corsair et du Lockheed P-38 Lightning. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient consultant pour la compagnie aérienne Pan Am, puis reçoit le prix Pulitzer pour son livre « The Spirit of Saint-Louis », retraçant sa célèbre traversée. Réhabilité, réintégré au sein de l'armée américaine au grade de général de brigade, il consacre son temps à la défense de la nature, condamnant notamment l'utilisation des avions supersoniques, comme le Concorde. Un comble pour celui dont l'exploit au-dessus de l'Atlantique avait ouvert la voie à l'aviation commerciale.